Avertissement pour le public, cette vidéo est à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Ce que vous allez entendre est basé sur des témoignages authentifiés provenant de la Cour fédérale, relayés par Inner City Press. Nous sommes maintenant au 10e jour du procès de Diddy, dans une salle d'audience bondée à Manhattan, épicentre d'un des plus grands scandales de l'histoire de la musique. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Encore une fois, une nouvelle célébrité est apparue. Et un nouveau secret a été dévoilé. Des millions connaissent Ashton Kutcher, comme le gars drôle, le roi des blagues, la star de comédie romantique, l'investisseur tech à la réputation impeccable. Mais ce matin-là, dans une salle d'audience new-yorkaise, il n'était rien de tout cela. Il n'était pas là pour faire rire. Il était là pour témoigner. Et à l'instant où il s'est avancé, il n'était plus une star. Il était un témoin dans l'un des procès les plus troublants de mémoire récente. Accusé de nombreux chefs d'inculpation fédéraux, Diddy fait face à une tempête judiciaire. Ashton, autrefois lié à son cercle très fermé à Hollywood, n'a eu d'autre choix que de se présenter à la barre. La salle d'audience est tombée dans un silence total, puis Ashton a parlé, et ce qu'il a dit a laissé tout le monde sans voix. Il n'était pas là pour se dédouaner. Il était venu avec une vérité que personne n'attendait. Une confession, une trahison, un secret capable de tout bouleverser. Voici le moment où Ashton Kutcher a brisé le silence. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Lorsqu'Ashton Kutcher s'est assis, l'atmosphère a changé. Il n'était plus le beau gosse un peu décalé, ni l'homme d'affaires sûr de lui. Assis sur cette chaise, il n'était plus qu'un homme acculé par la vérité. Le procureur est allé droit au but. Monsieur Kutcher, reconnaissez-vous cette image? Il n'a même pas eu besoin de l'examiner. Un seul regard, et son visage a changé. C'était une capture d'écran floue, datant de 2009. Ashton, chemise ouverte, verre à la main, riant dans une pièce faiblement éclairée. Des visages flous en arrière-plan. Mais Ashton était reconnaissable entre mille. Oui, a-t-il répondu. C'était à la soirée blanche de Diddy. Et d'un coup, le rideau a commencé à tomber, car ce qui a suivi n'était pas juste le témoignage d'une célébrité. C'était l'effondrement lent d'une image publique. Il a admis, j'étais ami avec lui, je l'admirais. Mais il a ensuite ajouté une phrase qui a tout changé. Il y a des choses que j'ai vues, des choses que j'ai ignorées. Il a commencé à décrire le nouveau Rat Pack d'Hollywood, Diddy, Danny, Wilmer et lui-même. Au début, ce n'était que des fêtes, puis c'est devenu des affaires, et finalement, c'est devenu autre chose. Et ce quelque chose était ce que les procureurs poursuivaient, et qu'Ashton ne pouvait plus ignorer. Il a décrit la manière dont les rencontres évoluaient. Des soirées classiques au environnement mis en scène. Tout était exclusif, tout était contrôlé. Et la chose la plus dangereuse, personne n'en parlait. Je n'ai pas posé assez de questions, a-t-il dit doucement. J'aurais dû. Au fil de l'interrogatoire, les choses sont devenues plus graves. Le procureur a évoqué une fête de 2013, dans l'une des résidences privées de Diddy. Puis, le moment qui a capté toute l'attention de la salle, ils ont lancé un enregistrement. La cour a entendu de la musique étouffée, des rires, des voix en arrière-plan, puis une voix plus claire que les autres. C'était celle d'Ashton. « Je ne pense pas qu'on devrait filmer ça », disait-il sur l'enregistrement. « Sérieusement, c'est trop. » La salle est devenue silencieuse. Une autre voix a répondu, d'un ton détendu. « Détends-toi, tout est réglé, ils ont déjà signé. » Le procureur a fixé Ashton droit dans les yeux. « De qui parliez-vous » Ashton a hésité. Son regard s'est tourné vers la table de la défense, là où Diddy restait parfaitement immobile. Enfin, Ashton a répondu « Des invités. Certains étaient mannequins, d'autres pas, mais la plupart ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. » Il s'est décalé sur sa chaise, il ne savait pas ce qui allait arriver, pas vraiment. La salle ne réagissait plus comme à un simple scandale de célébrité. Elle réagissait à quelque chose de plus profond. Ashton ne parlait pas seulement d'une fête, il parlait de contrôle. Il a poursuivi, expliquant comment ces événements fonctionnaient. Les pièces privées, les téléphones confisqués, les piles de contrats de confidentialité posés à l'entrée comme des cadeaux. Tout le monde les signait, a-t-il dit. C'est ce qui rendait tout ça normal. Moi aussi je l'ai fait, plusieurs fois. À l'époque, il pensait que c'était la norme. Il supposait que c'était simplement la manière dont les choses se passaient dans l'industrie. Mais aujourd'hui, c'était différent. Maintenant, je me demande ce que j'ai accepté sans le réaliser, dit-il. Il a baissé les yeux un instant, puis les a relevés. Il y avait toute une partie de ces soirées que je ne voyais pas,
mais je la ressentais. Et quand j'ai commencé à la voir, je ne me suis pas exprimé. C'est à ce moment-là que le poids de ses paroles s'est vraiment fait sentir. C'était pas un homme qui cherchait des excuses. D'ici, c'était un homme qui disait enfin la vérité, ce qu'il avait ignoré, ce qu'il avait accepté, et qu'il avait protégé en restant silencieux. À ce stade, la salle ne faisait plus qu'écouter. Elle observait Ashton perdre l'image qu'il avait mis des années à construire, ses mains tremblaient, sa voix était plus douce. Il ne témoignait pas comme un homme essayant de se protéger, il témoignait comme quelqu'un qui portait des années de silence et qui était enfin prêt à les lâcher. Puis le ton est devenu plus sombre, il est devenu plus paranoïaque, plus contrôlant. Il ne le disait pas avec colère, il le disait comme quelqu'un qui tentait de comprendre où l'amitié avait déraillé. Et puis, un nom est apparu, un nom que personne ne s'attendait à entendre, si clairement lié, Danny. Lui et Didi étaient proches, a dit Ashton, plus proches que la plupart ne l'ont jamais su. Les choses ont commencé à changer en coulisses. Le ministère public a diffusé un extrait de la fameuse soirée blanche de 2009. C'était censé être un événement caritatif. Sur le papier, Ashton a regardé l'écran, puis a baissé la tête. C'était mon idée, a-t-il admis. On disait que c'était pour redonner à la communauté, mais honnêtement, je pense qu'on faisait la promotion de toute autre chose. Il n'a pas précisé quoi, il n'en avait pas besoin. L'énergie dans la pièce avait changé, tout le monde commençait à voir ce qui avait toujours été là, juste sous la surface. À Hollywood, tu ne montes pas sans apprendre à te taire, a-t-il dit doucement. J'avais de l'argent qui rentrait, une image publique à protéger. Je ne voulais pas tout gâcher. Puis il a lâché quelque chose que le jury n'était pas prêt à entendre. Il n'y avait pas qu'une liste d'invités, dit-il. Il y avait une liste noire. Si vous posiez trop de questions, les invitations cessaient. Si vous alliez trop loin, vous étiez coupé. Il y avait un nom que personne n'osait contester. Tout le monde savait, dit Ashton. On ne s'oppose pas à Sean Combs. Puis est venu le moment qui a fait basculer toute la salle. La voix d'Ashton a baissé d'un ton, son visage s'est figé. Il y avait une femme à l'un de ces événements, a-t-il dit. Mais elle n'était pas célèbre, juste une invitée. Il a marqué une pause, a regardé vers le juge. Je ne dirai pas avec quelle célébrité elle était venue. Le tribunal a censuré cette partie. Mais ce qu'elle lui a confié, il ne l'a jamais oublié. Ils m'ont dit de ne pas parler, a-t-elle chuchoté à Ashton. Juste cette phrase, une seule. Mais Ashton ne l'a jamais oubliée. Cette nuit-là, tout a changé pour moi, a-t-il dit. Ce n'était plus une fête, c'était un endroit où le silence était le prix d'entrée. Son regard s'est perdu un instant. Il ne jouait pas la comédie. Il ne se dérobait pas. Je suis ici aujourd'hui parce que je faisais partie de ce cercle, a-t-il dit. Et j'en ai vu assez pour savoir que quelque chose n'allait pas. Mais je n'ai rien fait pour l'arrêter. Personne dans la salle ne bougeait. L'acteur drôle, le génie de la tech, le visage souriant des publicités, était maintenant un homme qui disait ce que presque personne à Hollywood n'ose dire tout haut. Je suis resté silencieux. Et ce silence a protégé les mauvaises personnes. À ce moment-là, le procès ne ressemblait plus à un simple drame de célébrité. Il ressemblait à toute autre chose. Le procureur a posé une question simple. Une question qui, jusque-là, n'existait que dans les rumeurs et les blogs anonymes. Était-ce un événement fric ? Ashton n'a pas répondu immédiatement. On voyait qu'il avait du mal à prononcer ce mot. C'est un événement, a-t-il fini par dire. Sur invitation uniquement. Téléphone confisqué. Parfois, des invités avaient les yeux bandés. Il a précisé que cela avait parfois été présenté comme de l'art performance. Mais même lui savait que ce n'en était pas vraiment. Mon premier, c'était en 2005. Je pensais que c'était une soirée à thème. J'ai amené quelqu'un. 30 minutes plus tard, il regrettait d'être venu. Il n'a pas décrit ce qu'il avait vu. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement dit ceci. Il y avait des caméras que je n'ai vues qu'après coup. Il y avait des gens qui avaient l'air effrayés. Il y avait des portes que vous n'ouvriez que si quelqu'un vous tapait sur l'épaule. Puis vint la preuve numérique. Le parquet a extrait une liste d'invités à partir de l'ordinateur portable d'un complice. Le nom d'Ashton y figurait, accompagné de 2 mots. Feu vert. Ashton a hoché la tête. Ça voulait dire que j'étais digne de confiance, que je pouvais aller partout. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais je savais ce que ça signifiait. Puis il a parlé de la paperasse. Les NDA, accords de confidentialité, n'étaient pas seulement destinés aux invités. Ils concernaient tout le monde, sécurité, traiteurs, même les artistes. Je me souviens d'un NDA que j'ai signé en 2010, a-t-il dit. Il faisait 28 pages. On l'a signé quand même parce qu'à l'époque c'était normal. Ou du moins c'est ce qu'il voulait qu'on pense. Partir ne voulait pas dire juste quitter une soirée, a expliqué Ashton.
c'était quitter un réseau, un système. Et si vous partiez de la mauvaise manière, vous n'étiez plus jamais invité. Quand Ashton a finalement voulu s'éloigner, il a dit qu'il avait dit à Didi qu'il en avait fini. « On ne quitte pas », lui a répondu Didi. « Tu es dedans ou tu es dehors, pour toujours. » La même semaine, 3 contrats d'affaires ont mystérieusement échoué, puis il a reçu un appel. « Tu as rendu quelqu'un nerveux ?» lui a dit un ami commun. Ashton s'est arrêté. Il a regardé le jury. Puis il a dit ce que personne ne s'attendait à entendre de la bouche d'un homme à l'image parfaite. « Je n'avais pas juste peur pour ma carrière, j'avais peur pour ma famille. » Après tout ce qu'il avait révélé, les NDA, les pièces cachées, les invités aux yeux bandés, ce qui allait suivre était encore pire. Car Ashton ne parlait plus seulement de fêtes. Il parlait d'un système. Pas simplement quelque chose auquel on assiste. Quelque chose dans lequel on est aspiré. Financé par des noms invisibles. Protégé par des figures intouchables. Quand la cour a repris après la pause, le procureur s'est levé. « Monsieur Kutcher, est-ce que les mêmes personnes qui finançaient ces soirées finançaient aussi vos projets ?» Ashton a pris une inspiration. « Oui », a-t-il dit calmement. Beaucoup de choses étaient connectées, et la plupart d'entre nous ne posaient pas de questions parce que l'argent était bon. Il a expliqué que Didi ouvrait des portes, mais pas vers des maisons de disques ou des studios de cinéma. C'était des cercles de milliardaires, des financiers, des gestionnaires de fonds offshore, des magnats internationaux qui n'apparaissaient jamais dans TMZ, mais tiraient les ficelles à Hollywood comme des marionnettistes. Il ne faisait pas que lancer des fêtes, dit Ashton. Il construisait des entreprises autour. Certaines de ces entreprises ressemblaient à des marques lifestyle inoffensives, d'autres à des startups médias, mais sous la surface, elles servaient à recruter, à surveiller, à infiltrer. Un nom d'investisseur revenait sans cesse dans les projets d'Ashton. Plus tard, ce même nom a été relié à des sociétés offshore liées à Didi. Et il justifiait l'argent comme des services de conseil ou d'événementiel. Mais si on regarde de plus près, ces paiements coïncidaient avec des rassemblements privés, même jour, même lieu. Ashton a confessé qu'il y avait des dizaines de sociétés, écrans qu'il avait validés sans comprendre ce qu'elles faisaient réellement. On m'a dit que c'était pour protéger la propriété intellectuelle, a-t-il dit. Mais avec le recul, je pense que c'était pour cacher qui payait vraiment. Puis il a parlé d'une application, une start-up dans le monde de la nuit qu'il avait soutenue, une marque flashy, des millions levés, et soudainement disparue. Aujourd'hui, cette application est gelée, suspectée de blanchiment d'argent et de traçage d'utilisateurs sans consentement. « Je ne savais pas », dit Ashton la voix brisée, « mais peut être que j'aurais dû. » Puis, il a décrit une autre proposition reçue en 2006, une nouvelle plateforme censée aider les acteurs à trouver des producteurs directement. Sur le papier, ça semblait anodin, jusqu'à ce qu'il tombe sur une diapositive spécifique de la présentation, analyse comportementale discrète, évaluation psychologique, profilage des utilisateurs. « Ça m'a glacé le sang », a-t-il dit. « J'ai refusé ce projet, mais d'autres ne l'ont pas fait. » Et à cet instant, tout le monde dans la salle a compris. Il ne s'agissait plus de soirées mondaines ou de souvenirs flous. Il s'agissait d'une structure, un système conçu pour avoir l'air cool, donner l'impression de luxe, mais qui, dans l'ombre, traquait, contrôlait, exploitait. Ashton est resté immobile, sa voix basse. « Je n'ai pas seulement investi dans la machine, dit-il. Je l'ai aidée à exister. Et quand elle est devenue monstrueuse, j'ai essayé de m'enfuir. » La salle d'audience s'est tue à nouveau. Ashton venait de passer plus d'1 heure à dévoiler les soirées secrètes, les NDA, les moments dérangeants. Mais maintenant, il a baissé les yeux une seconde, a inspiré profondément et a ramené l'attention sur lui-même. « Ce n'est pas facile de s'éloigner de ce genre de choses, dit-il. Ce n'est pas juste quitter une fête, c'est quitter tout un système. » Il a décrit le moment où tout a basculé. En 2014, il a dit à Didi qu'il ne voulait plus venir, que ce n'était plus amusant, que ça ne lui ressemblait plus, que ça ne semblait plus sûr. Et c'est là que Didi lui a lancé cet avertissement « Tu ne quittes pas. Tu es dedans ou tu es dehors, pour toujours. » C'était pas dit avec colère. Mais Ashton a compris que c'était une menace, parce que cette même semaine, 3 de ses affaires ont mystérieusement échoué. Aucun email, aucun appel de refus. Juste plus rien. Puis un appel est arrivé, d'un ami qu'il croyait fiable, d'un téléphone qu'il ne reconnaissait pas. « Tu as mis quelqu'un mal à l'aise », a murmuré la voix. Et c'était suffisant. Ashton a compris. Ce n'était plus une question de choix personnel, c'était une affaire de pouvoir, de contrôle
Et s'il faisait pas attention, ce n'est pas seulement sa carrière qu'il risquait, c'était sa famille. Il a expliqué quelque chose que peu de gens comprennent à Hollywood. Le silence ne vient pas toujours de quelqu'un qui crie. Parfois, il vient du fait que plus personne ne répond à vos appels, que les pièces deviennent silencieuses dès que vous y entrez, que les projets promis disparaissent sans explication. Didi n'avait pas besoin de crier, dit Ashton. Il lui suffisait d'arrêter de répondre. Et pendant un moment, Ashton a essayé de rester discret. Il s'est dit que s'il ne parlait pas, tout finirait par s'éteindre. Mais un jour, une enveloppe est arrivée. Simple, aucune explication, aucun nom, à l'intérieur. Une clé USB. Il l'a branchée. C'était une vidéo de 2012. L'une de ses fêtes. Rien d'illégal, mais profondément embarrassant. Suffisamment pour détruire l'image propre qu'il avait mis des années à construire. « J'ai compris le message », dit Ashton devant la cour. Ce n'était pas un avertissement, c'était un rappel. Après cela, Ashton a changé de stratégie, il a commencé à se retirer, mais discrètement, pas avec des déclarations. En silence, il a annulé des dîners, refusé des invitations, cessé de répondre à certains messages, retiré son argent de quelques investissements, et presque immédiatement les murs ont commencé à se refermer. Chaque fois que j'essayais de me retirer, quelque chose se passait, dit-il, une fuite dans un tabloïd, un email piraté, une plainte absurde, toujours quelque chose. Il n'était plus seulement ignoré, il était surveillé. Un ami a soudainement disparu du cercle pendant des semaines. Ashton a pensé qu'il avait simplement besoin de temps, mais quand il a fini par l'appeler, ce fut d'un téléphone jetable. « Tu en sais trop, tire-toi ». Et là, Ashton a compris. Il ne s'agissait plus de décision personnelle, il s'agissait de contrôle. Plus il s'éloignait, plus il réalisait l'ampleur du réseau. Ce n'était pas juste une perte de contrat, c'était une tentative d'effacement. Plus il s'éloignait, plus il réalisait l'ampleur du réseau. C'était pas juste une perte de contrat, c'était une tentative d'effacement. Début 2017, Ashton évitait déjà les événements depuis un moment. Il restait discret, invisible, jusqu'au jour où, par hasard, il croise Didi à un gala caritatif très en vue à Los Angeles. Didi sourit, le serre dans ses bras comme si de rien n'était. « Tu rates des choses », dit-il en riant. Puis il se penche et lâche cette phrase qui a glacé Ashton sur place. « Tu devrais faire attention à ce dont tu ne te souviens pas. » Pas de colère, pas de menace, juste cette phrase. Et Ashton a tout de suite compris ce que cela signifiait. Peu de temps après cette rencontre, une autre enveloppe arrive à son bureau. Pas de nom, pas de mots. Encore une clé USB, encore une vidéo d'une fête de 2012. Pas criminelle, mais humiliante, intime. C'était leur méthode, dit Ashton. Pas besoin de faire peur aux gens quand on peut les humilier jusqu'au silence. Après cela, il a arrêté d'essayer de comprendre. Il a simplement essayé de survivre. En 2018, Ashton reçoit un appel qui le secoue profondément. C'était pas un journaliste, ni un producteur. C'était un ami, un proche du cercle. Un procès civil arrive, lui a-t-on dit. Un des membres du Rat Pack va tomber. Mais au lieu de la panique, la réponse fut glaciale. Ne t'en fais pas, on va gérer. C'est à ce moment-là qu'Ashton dit avoir compris. Ce n'était pas pour protéger la vérité, c'était pour contrôler les dégâts. Et j'en faisais partie. Il avait aidé à gérer l'image, à détourner l'attention. Campagne de presse positive, apparition sur tapis rouge, dons caritatifs, tout minuté pour faire oublier les rumeurs. Je pensais protéger mon nom, avoue-t-il. En réalité, j'aidais à enterrer la vérité. C'est là qu'il a commencé à couper les ponts, discrètement. Il a revu ses contrats, déplacé ses fonds, pris de la distance avec tous ceux qui étaient impliqués. Mais le problème, c'est que même quand on quitte la pièce se souvient que vous y étiez. En 2020, Ashton avait fait tout ce qu'il pouvait pour nettoyer son image. Il avait réorienté ses investissements vers des projets caritatifs. Il faisait des interviews bienveillantes. Il remplissait son Instagram de photos de famille et de succès entrepreneuriaux. Mais en coulisses, il fuyait toujours. Je pensais que si je supprimais assez de choses, fermais assez de comptes, rompais assez de liens, tout disparaîtrait, dit-il. Mais non, une ombre me suivait. Il recommençait à entendre le nom de Didi, pas dans les clubs, dans les tribunaux, pas dans les chansons, dans les assignations à comparaître. Puis est arrivé le moment qui a tout fait exploser. Une vidéo a refait surface, des images d'une fête qu'il avait co-organisée avec Didi, des années plus tôt. C'était pas violent, pas graphique. Mais dans le clip, Ashton est filmé en train de dire « Gardez les calmes jusqu'à ce qu'on commence ». Et Internet s'est enflammé.
Ce n'était pas ce que ça semblait être, a dit Ashton devant la cour. On tournait une campagne de marque. Du moins, c'est ce qu'il pensait, mais le public n'a pas écouté. La machine de relations publiques ne pouvait plus suivre, les contrats sont tombés, les investisseurs ont reculé, même sa femme, Mila, était furieuse. Elle m'a supplié de me retirer de tout ça il y a des années, dit-il. Je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, ses enfants posaient des questions. Pourquoi il y a des caméras dehors? Pourquoi les gens crient ton nom, papa? Je ne savais même pas quoi leur répondre, dit-il, parce que je ne savais pas encore comment me l'expliquer à moi-même. La salle d'audience était figée, tout le monde savait ce qui allait suivre. Le sujet changea. Danny Masterson, Ashton baissa la voix à la mention de son nom. La tension monta d'un cran. On a tout partagé, dit-il. Projet, soirée, investisseurs. Il a décrit le réseau qu'ils avaient bâti ensemble. Danny avait des connexions dans la scientologie, Ashton amenait les investisseurs tech, et Didi dirigeait l'aspect divertissement. Quand Danny a commencé à être accusé, ce ne sont pas seulement les avocats qui sont intervenus, ce sont les faveurs, les plus hautes faveurs. J'ai vu ça de mes propres yeux, dit Ashton. Des gens de chaque industrie ont bougé, pas pour découvrir la vérité, pour l'enterrer. Il a parlé d'un dîner en 2017. Netflix venait de retirer Danny de la série The Ranch. Mais cette réunion n'était pas pour comprendre, elle était pour maîtriser les retombées. Producteurs, juristes, responsables RP, même un avocat de Didi était là. Des emails, présentés au tribunal, montraient Ashton proposant son aide pour gérer la communication publique. « Je croyais aider un ami », a-t-il dit. « En fait, j'aidais à couvrir quelque chose. » Puis, il a révélé l'étendue du système. Ce qu'ils appelaient en privé l'équipe de nettoyage. C'était pas une personne, c'était une méthode. Il en a expliqué les 3 niveaux. L'argent du silence, une somme discrète, les opportunités. Un job, un contrat, un rôle pour garder quelqu'un tranquille. Et la liste noire. Si tu parlais quand même, tu étais effacé. Certains recevaient une voiture, dit-il. D'autres un nouveau rôle. Et d'autres n'étaient plus jamais invités. Puis tout le monde s'est penché un peu plus quand Ashton a raconté une soirée privée, à l'étranger, en 2015. Un de ces rassemblements très fermés, une femme a fait une urgence médicale, elle s'est effondrée dans une des pièces. La sécurité est intervenue, rapide, discrète, professionnelle. Le lendemain matin, la pièce était méconnaissable. J'ai vu le plan de rénovation, dit Ashton. Ils ont recouvert tout le mur de miroirs, comme si rien ne s'était jamais passé. Ce n'était pas juste de la gestion de crise, c'était de l'effacement. Et ça l'a terrifié. Puis vint 2019, Danny s'effondrait, les procès s'accumulaient, les murs se refermaient. Ashton reçut un appel. Danny paniquait. Est-ce qu'il a dit honte encore, Ashton? Si je tombe pas seul. Tu sais qui signe l'échec. Ashton n'a pas eu besoin de demander de qui il parlait. Tout le monde dans leur cercle savait ce que cela signifiait. Là, j'ai su, dit-il. Ce n'était plus de l'amitié, c'était une menace déguisée en loyauté. Il a commencé à prendre des mesures, rompre les liens, supprimer des photos, retirer de l'argent d'investissement commun, fermer des sociétés, supprimer des années d'emails et de fichiers de son cloud, mais même ça, c'était pas suffisant. En 2021, Ashton avait tout coupé, tout effacé, mais il restait toujours connecté à tout ça, d'une manière ou d'une autre. Début 2022, sa femme Mila reçoit un message. Rien de violent, rien de spectaculaire. Juste une photo. Elle et leurs enfants dans un parc, imprimé. En bas, une ligne en petits caractères. Extrait d'un contrat qu'elle n'avait jamais signé. Ce n'était pas une menace, dit Ashton. C'était un rappel que même si tu quittes la fête, elle, ne te quitte jamais. Et c'est ce moment qui l'a poussé à parler. J'en ai eu marre de m'effacer, dit-il. Parce que plus je gardais le silence, plus je devenais l'un d'eux. Il a commencé à écrire des lettres. Pas pour demander pardon, juste pour dire « Maintenant je vois tout ». Puis il s'est tourné vers le juge. Si le tribunal a besoin de quoi que ce soit mail, reçu, non, je ne résisterai pas. J'ai assez combattu pour les mauvaises personnes. Il est descendu de la barre. Et même sans ajouter un mot, le message était clair. Le masque était tombé, la salle d'audience n'était plus remplie de stars, juste de gens qui savaient, et qui étaient restés silencieux trop longtemps. Ashton avait quitté la barre, mais ces mots, eux, ne quittaient pas la pièce. Même après la suspension de l'audience, personne ne parlait. Ni les journalistes, ni l'équipe juridique de Didi. Pas même Didi. Le mal était fait. Et quelque chose avait changé,
Pendant 9 jours, ce procès avait tourné autour d'accusations, de documents, de murmures, mais maintenant il avait un visage, une voix, une confession. Et dès qu'Ashton quitta le tribunal, la pression s'est répandue. Les murmures sont devenus des appels, les appels des réunions d'urgence. De Los Angeles à New York, les attachés de presse devenaient injoignables. Des célébrités qui s'étaient affichées avec Didi ont commencé à supprimer leurs photos. Même les avocats du divertissement commençaient à transpirer. Et Didi, lui, restait là, mâchoire serrée, regard fixe, comme un homme qui regarde une maison brûlée, en sachant qu'il n'y a plus d'issue. Il n'allait jamais parler, murmura un journaliste judiciaire. Mais maintenant qu'Ashton a craqué, ils ont tous peur. Un ancien associé du Rat Pack aurait demandé une protection. Un autre aurait contacté les enquêteurs fédéraux avant même que l'audience ne soit levée. Le procureur n'avait plus besoin de poursuivre.